Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marc Christine, ancien de l'INSEE. Nous allons aujourd'hui donc écouter cette deuxième session de présentation rapide. Alors, ça n'est plus une nouveauté, puisqu'hier, il y a eu la première présidée par Pascal. Donc, j'avais un peu peur de la manière dont ça pouvait se dérouler, mais j'ai vu que ça pouvait se dérouler très bien. Le seul problème, c'est que je pensais amener une cloche pour sonner la fin, mais malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée chez moi. Donc, on va se contenter d'un outil électronique bien connu, à savoir le minuteur du téléphone. Et donc, on aura pour une 11 présentations. Il y en a une qui était prévue dans le programme, mais qui aura disparu. On va donc enchaîner directement avec la présentation suivante. Donc, je propose à la première équipe de venir sur le thème imputation des lieux de commission des infractions dans les bases statistiques de la délinquance par le SSMSI. Là, là c'est bon. Et puis vous faites CTRL-L pour passer au... à la... Attendez, il faut juste que je... Bon, vous êtes prêts? Ouais. Bon. Alors déjà, bonjour. On va vous présenter l'imputation des lieux de commission des infractions dans les bases statistiques de la délinquance. Au SSMSI, ministère de l'Intérieur, on produit des indicateurs de référence et également des études sur la délinquance. Et on utilise pour ça des bases administratives et donc qui sont faites à partir des infractions enregistrées par les services de police et de gendarmerie. On publie également ces données à un niveau territorial pour analyser le plus finement possible la délinquance. Et donc pour répartir tout ça, on utilise le lieu où l'infraction est commise, donc qu'on appelle le lieu de commission. Et c'est là que les problèmes commencent, c'est que ces données sont remplies à la main par les policiers et les gendarmes, et donc le lieu de commission est manquant dans 1,3% des cas. Donc vous allez me dire, c'est pas beaucoup, effectivement, mais c'est quand même embêtant, puisque pour répartir territorialement les infractions, on cherche l'exhaustivité. Et donc on a également besoin du lieu de résidence des victimes pour imputer ce lieu de commission, et lui aussi, malheureusement, il est manquant dans 1,2% des cas. Donc du coup, pour imputer tout ça, on va utiliser un hotdeck aléatoire avec remise, donc on fait ça pour la gloire. Et la spécificité du coup de cette méthode, c'est qu'on utilise des classes d'imputation, des variables pour construire les classes d'imputation assez classiques, comme la caractéristique de l'infraction, mais également on veut essayer de garder cette répartition au niveau le plus fin où on publie, c'est-à-dire le niveau communal. Et le problème, c'est que le niveau communal, c'est un petit peu trop fin. Et donc, du coup, on ne peut pas faire des classes d'imputation avec 36 000 modalités, c'est pas possible, on aurait un problème de donneur. Et donc, du coup, on va se mettre à un niveau un petit peu plus agrégé, qui est le niveau du bassin de vie. Donc là, vous allez me demander pourquoi vous avez choisi le bassin de vie. Du coup, il faudra lire notre papier pour avoir la réponse. Et l'objectif de tout ça, c'est que ça déforme le moins possible la répartition de la délinquance au niveau communal. Et donc ça, Fanny va vous l'expliquer. Dans cette partie, on analyse l'impact de l'imputation du lieu de commission au niveau territorial pour les indicateurs publiés par le SSMSI annuellement. Donc là, on se focalise sur les destructions et dégradations volontaires en taux pour 1000 habitants au niveau départemental. Donc là, vous avez un exemple des résultats que l'on obtenait avec la méthode qui était utilisée avant. C'était une méthode dite par ventilation. Si vous voulez plus d'informations sur cette méthode, n'hésitez pas à voir avec Kevin Milin. Et là, ce sont les résultats que l'on obtient après, donc avec la méthode d'imputation. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de différence avant-après, c'est parce que notre méthode, elle marche. Et donc, on a les mêmes résultats en taux pour 1000 habitants pour cet indicateur. Après, si on regarde un peu plus dans le détail, on peut voir qu'il y a quand même de légères différences. Donc là, c'est une carte des révisions. Donc les révisions qui sont significatives entre les deux méthodes. En bleu, ce sont des révisions à la baisse et en orange, des révisions à la hausse. On peut voir que ces révisions sont très faibles et elles concernent très peu de départements. Donc les constats pour les indicateurs de la délinquance restent inchangés au niveau départemental, mais c'est aussi le cas au niveau national, régional et communal. Donc merci. Merci. Alors maintenant, nous passons à la deuxième présentation par une équipe de l'INSEE sur Fidelipro.
C'est bon, go. Alors, bonjour. Alors oui, moi je vais vous parler du projet Fidelipro, qui est un projet en cours de réalisation et qui a pour vocation d'évaluer le patrimoine professionnel des ménages. Et c'est le fruit d'une collaboration entre la division logement et patrimoine de la DSDS et du département des études économiques à la DES. Donc déjà, qu'est-ce que le patrimoine professionnel? En fait, c'est l'ensemble des actifs professionnels détenus par les ménages, donc c'est-à-dire les détentions d'entreprises, les parts détenues par les individus. Actuellement, ce patrimoine, il est mesuré par l'enquête Histoire de vie et patrimoine, dont nous a parlé notamment Olivier Mélin hier. Et donc, forcément, ça se fait sur un échantillon restreint, ce qui a des répercussions sur les hauts patrimoines, parce qu'on a du mal à les capter. Et ça se fait aussi au niveau ménage. Et donc, le but du projet Fidelipro, c'est, à partir de données administratives, d'avoir des remontées afin à la fois d'avoir une source plus exhaustive sur le patrimoine professionnel et capter, si possible, d'une meilleure manière les hauts patrimoines, et de le faire à un niveau individuel. Et donc, si ça marche, on pourra aussi alléger le questionnaire de l'enquête Histoire de vie et patrimoine. Donc il y a 3 phases qu'on peut identifier au projet. Tout d'abord, la construction de la table de détention, d'une première table de détention. Ensuite, déterminer une méthode de valorisation des entreprises, de donner une valeur aux entreprises. Et enfin, une phase d'enrichissement afin d'avoir une meilleure couverture possible sur le patrimoine professionnel. Donc, pour la première phase, on va repartir en fait des déclarations fiscales des entreprises, donc ce qu'on appelle les liasses fiscales, parce qu'à la fin des formulaires, l'entreprise doit renseigner les traits d'identité du détenteur ainsi que la part. Et donc ces traits, on va pouvoir les récupérer, les CSNSiser et les appareiller avec Fideli. Donc ça, c'est un travail qui a été fait notamment par la DSDS. Et il y a une autre approche, parce que là, pour l'instant, on a réussi à faire le lien entre la détention de l'entreprise, du détenteur et de l'entreprise, mais il faut pouvoir donner une valeur à l'entreprise, c'est-à-dire avoir la part détenue fois la valeur de l'entreprise. Et donc ça, on utilise plusieurs méthodes de valorisation. Par exemple, si c'est une entreprise qui est cotée sur les marchés boursiers, on va directement utiliser la cotation sur les marchés. Si elle ne l'est pas, on va utiliser ses valeurs comptables, en l'occurrence la somme des capitaux propres, parce que c'est une valeur stable dans le temps. Et bon, il y a des choses dont je ne rentre pas dans le détail, mais pour résumer, on est là-dessus. Et donc, ce qu'on est actuellement en train de faire, c'est l'exploration d'autres sources, pour notamment récupérer les liens vers l'étranger, les hauts patrimoines qui, même avec des données administratives, sont compliqués à récupérer, et les entrepreneurs individuels sur le bas de la distribution. Merci. Merci pour cette présentation également tout à fait dans les temps. Nous avons maintenant la 3e présentation par une équipe de l'UNEDIC sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour la construction d'indicateurs. Ça parle de catastrophes naturelles, je ne sais pas si c'est le chômage qui en est un exemple. Bonjour à tous, je m'appelle Wana Calabreso et je travaille à l'UNEDIC. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une utilisation que nous avons faite de l'intelligence artificielle générative pour construire un indicateur qui est celui de la mobilisation de l'activité partielle pour catastrophes naturelles. Il s'agit d'un travail co-réalisé avec Stéphanie Terrasse ici dans le public et aussi Kim Noël, tous les deux de l'UNEDIC.
Pour commencer, quelques mots sur l'activité partielle. Il s'agit d'un dispositif qui est destiné aux entreprises avec l'objectif principal de protéger l'emploi, d'éviter les licenciements économiques. Il a été beaucoup mobilisé pendant la crise Covid et il est mobilisé principalement pour la conjoncture économique, mais d'autres mobilisations sont également possibles. Nous, à l'UNEDIC, on s'intéresse à ce dispositif aussi d'un point de vue financier, car nous finançons un tiers de ce dispositif. Il y a un double enjeu dans notre travail. D'abord, c'était de mieux comprendre pourquoi l'activité partielle peut être mobilisée dans ce contexte. Et deuxièmement, on a souhaité essayer de mettre en place des outils statistiques pour identifier la mobilisation de l'activité partielle dans le cadre des catastrophes naturelles. Nous mobilisons pour cela les données d'activité partielle qui sont des données administratives où chaque demande des employeurs contient d'un côté un motif déclaré sur forme codifiée, donc on sait s'il s'agit d'un sinistre ou une intempérie de caractère exceptionnel déclaré par l'employeur, et on a aussi le texte sur tous les éléments donnés par l'employeur sous forme textuelle. Notre démarche elle est en 2 étapes. Donc, dans un premier temps, ce qui a été très important pour nous, c'était un processus assez lourd d'anonymisation, parce que c'était la première fois que nous mobilisions des données employeurs avec des informations parfois sensibles ou confidentielles. Et donc pour cela, on a été très très rigoureux, d'autant plus que certaines méthodes d'IA ont été pas juste en local, mais aussi en externe de l'UNEDIC. Et donc nous avons mobilisé des techniques de l'IA pour analyser ces textes et surtout déterminer la cause de l'origine. Est-ce qu'il s'agit d'une cause météorologique ou climatique ou c'est bien une cause humaine? Pour finir, nos tests ont été réalisés sur l'année 2022 et au départ, moi et Stéphanie, nous avons analysé 3000 textes pour déterminer cela toutes les deux. Et après, on a testé avec 6 méthodes d'intelligence artificielle et suite à cette comparaison, on a vu que GPT-4o retrouvait notre interprétation dans 97% des cas. Si vous voulez après voir comment on a mobilisé tout ça dans notre étude économique, je vous invite à regarder notre document d'étude sur ce travail. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Également dans les temps, mais il reste 15 secondes. Alors, nous écoutons maintenant Mathias. Prêt ? Prêt. Bon, c'est parti. Il n'y a pas la présentation par contre. Je veux la mettre. Oui. C'est le 4. Yes. Bonjour à tous. Le titre de la présentation est bien trop long, donc pas de panique, je vais tout vous expliquer en 3 minutes. Imaginez des centaines de milliers de procédures directement issues de la police et de la gendarmerie nationale qui concernent le trafic et l'usage de stupéfiants en France. C'est des données administratives très riches, on a beaucoup d'informations, mais on aimerait en savoir davantage. On voudrait connaître pour chaque procédure quels sont les types de stupéfiants concernés et leur quantité associée. Pour ça, on ne part pas complètement de zéro. On dispose déjà de 3 bases assez pratiques qui chacune donnent l'information sur le type de stupéfiant concerné et leur quantité dans un tableau. Alors parfois, les sources se contredisent un peu, mais on peut gérer la contradiction assez facilement. Non, le vrai problème, c'est que ces 3 bases, elles ne fournissent pas l'information pour toutes les procédures. Heureusement, pour ça, on a le résumé de procédure. C'est un super petit texte rédigé par les services de sécurité qui décrit succinctement les circonstances des faits commis. Bien souvent, on va y trouver les informations sur le ou les types de stupéfiants concernés et puis leur quantité associée. Maintenant, il faut les extraire. Alors, les types de stupéfiants, c'est assez simple. Il suffit d'avoir une liste à peu près exhaustive des différentes dénominations possibles de chaque stupéfiant. Et puis ensuite, avec une expression régulière, on va pouvoir extraire tous les stupéfiants dans le résumé de procédure. Les quantités, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de détecter 5 grammes, des chiffres et des unités de mesure. Non, c'est plus compliqué. Il faut aussi l'associer au bon stupéfiant. Et ça, même pour un humain, parfois, c'est compliqué. Et puis, il faut aussi ne pas extraire les quantités qui pourraient nous induire en erreur. C'est notamment des quantités qui représentent un total ou des quantités qui n'ont rien à voir avec les stupéfiants. On en trouve. Pour ça, on a plusieurs méthodes. Rassurez-vous, je ne vais pas vous les présenter, mais
Ce qu'il faut retenir, c'est que la première, c'est une méthode plutôt déterministe et assez directe. Et les deux autres méthodes, c'est des méthodes d'analyse textuelle assez stylées, mais un peu lourdes. Le problème, c'est qu'au SSMSI, à l'heure actuelle, on a des capacités computationnelles qui sont assez limitées, et donc il nous faut des méthodes plutôt légères. Bon, on teste quand même ces trois méthodes, et puis en fait, on se rend compte que ces méthodes, elles sont assez prometteuses, elles fonctionnent dans tous les cas simples, et en vérité, dans une bonne partie des cas complexes. Malgré tout, avec des algorithmes aussi légers, on ne peut pas espérer des miracles, et donc bien souvent, l'algorithme déterministe, quand il est bien pensé, il va mieux performer que mes algorithmes assez stylés, mais un peu trop lourds. Néanmoins, ces algorithmes d'analyse textuelle, on peut quand même s'en servir, notamment dans le cadre de méthodes hybrides. Ça, je ne vous fais pas le détail, mais tout est dans l'article. Voilà, merci de votre attention, et il me reste 25 secondes. De mieux en mieux. À 5. À la 5. Si, il y avait... Ah, je l'ai fait sauter. Bien, donc, nous accueillons l'équipe de l'INSERM pour parler des données de santé sur des causes de mortalité sur du CEPIDC. Bonjour à tous, je m'appelle Aude Robert, je travaille au CEPIDC et je vais vous présenter notre travail sur la construction d'une métrique qui se base sur la qualité de la prédiction IA sur le codage des causes de décès. Tout d'abord, un peu de contexte. Donc notre support, c'est le certificat médical de décès. Il est rempli essentiellement par des médecins en texte libre et notre objectif, c'est de traduire ce texte en code de la classification internationale des maladies. L'objectif, c'est bien sûr de produire des statistiques fiables qui sont comparables dans le temps et entre les pays. Historiquement, ce codage était réalisé par un système expert de règles associé à une équipe de codeurs qui traitait les rejets. Pour la campagne de l'année de codage 2018, nous avons introduit un troisième mode de codage qui sont réalisés par de l'intelligence artificielle avec des modèles Transformers. Et aujourd'hui, on a un codage automatique qui est possible pour tous les certificats de décès. Néanmoins, même si on a un codage pour tous, il faut quand même être capable d'évaluer la qualité de ce codage automatique. Et donc, je vous ai mis à droite un exemple de certificat de décès avec le codage automatique. Donc, le codage automatique, c'est à la fois les causes associées et ce qu'on appelle la cause initiale de décès. Il est important pour notre métrique de comprendre que tous les codes n'ont pas le même poids sur le certificat. Et donc, il fallait pouvoir rendre compte de ces spécificités de la tâche de codage. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir détecter les certificats problématiques, mais également aussi de prioriser la relecture humaine de ces certificats. Notre métrique, elle combine deux outils, à la fois la création d'un score bleu pondéré adapté à notre problématique de codage SIM10 et un réseau de neurones qui est capable de prédire ce score bleu pondéré. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais ce système il est capable d'identifier des anomalies comme les erreurs de texte, des nouveaux termes ou encore de l'ambiguïté. Là, je vous ai mis un petit exemple, mais je ne pourrais pas le présenter plus. On a des résultats très prometteurs, c'est-à-dire qu'on a une corrélation très positive entre les scores prédits et les scores réels. On est capable donc d'identifier et de repérer les certificats les plus difficiles. Néanmoins, une petite limite, c'est qu'on capte encore quelques faux positifs et donc il y a encore un axe d'amélioration sur la calibration de ce score.
Donc, en conclusion, l'IA et le système expert et l'expertise humaine, c'est une vraie synergie efficace. D'avoir ajouté ce prédicteur de qualité, ça renforce la fiabilité du codage automatique. L'approche, elle optimise la mobilisation des experts. C'est plus efficace qu'une reprise aléatoire et ça accélère la production statistique. On va vers des statistiques de mortalité plus précises, produites plus rapidement et comparables. Et je vous invite vraiment à lire notre article. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être à nouveau dans les temps. Alors, la présentation prévue au programme suivante n'aura pas lieu, donc j'appelle l'équipe de Lyon pour la présentation d'après. Bonjour, Sophie Perrin, Eric, Université Lyon 2. Je viens vous parler donc de détection d'anomalies dans des graphes. Voici un graphe. Il représente les relations institutionnelles des co-auteurs de cette communication. On n'a pas tracé tous les détails de ce graphe. Par exemple, côté INSEE, vous accédez à la suite du graphe via l'organigramme sur l'intranet Symfony. Et l'INSEE, c'est un exemple de groupe de nœuds dans ce graphe qui se ressemblent plus entre eux. C'est donc une des communautés, un des clusters du graphe. Et si je fais maintenant focus sur le nœud Sophie Perrin, je peux dire que si je n'étais pas aussi agent de l'INSEE, nous n'aurions sans doute jamais pensé à proposer cette communication au JMS et que sans mon stage à Alberture, elle n'aurait jamais contenu aucun graphe puisque nos spécialistes des graphes sont au LIRIS. J'ai en fait le lien entre des communautés qui n'étaient pas reliées. On appelle ça un nœud pont et c'est un exemple de nœud anormal ou atypique dans un graphe. Alors, on a créé des modèles qui sont très performants de réseaux de neurones pour les graphes, les GNN. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de détecter les nœuds anormaux sur les réseaux sociaux Reddit et Weibo. Problème, les GNN sous-performent sur cette tâche où les classes à prédire sont très déséquilibrées. D'où notre idée qui est de fournir au GNN des informations supplémentaires pour améliorer sa performance. Nous avons testé 2 ajouts d'informations différents. Premièrement, une classification hiérarchique des nœuds du graphe, mais au lieu de l'espace euclidien classique, nous l'avons construite dans le disque de Poincaré, qui est un espace hyperbolique. Alors pourquoi ? Parce que cet espace courbe est naturellement plus adapté aux structures arborescentes, puisque l'espace, les distances y croissent de manière exponentielle, et parce qu'on obtient de cette manière des coordonnées continues que nous pouvons donc directement injecter dans notre modèle. Deuxième ajout que nous avons testé, un clustering spectral sur le graphe, puisqu'en 2022, des chercheurs ont mis en évidence que lorsqu'on effectue une telle analyse spectrale, qui est un classique concernant les graphes, les basses fréquences reflètent plus la structure globale du graphe, comme les communautés, alors que les hautes fréquences indiquent des variations qui sont abruptes et locales, c'est-à-dire de probables anomalies. Donc, on ajoute comme variable informative pour notre modèle la proportion de haute fréquence de chaque nœud du graphe. Et concernant nos résultats, vous les retrouverez sur Internet ou à la pause auprès de moi. Merci de votre attention. Merci beaucoup.
nous accueillons la présentation suivante. Donc, bonjour à tous, je suis Sébastien Bigeluval de l'INSEE et aujourd'hui je vais parler de machine learning, plus précisément d'une technique que Mathias a parlé tout à l'heure comme étant assez stylée, mais un peu trop lourde. Donc déjà, un point sur l'objectif, le contexte. Donc le but, ça va être de récupérer des informations dans un texte. Donc dans notre cas, ça va être les annonces de restructuration d'entreprise. Et les informations qu'on récupère servent derrière à alimenter l'application Citrus sur toujours les restructurations d'entreprise. Quand j'ai commencé ces travaux, il y avait déjà un algorithme déterministe qui existait, mais qui n'était pas, enfin, qui entre guillemets n'était pas suffisant parce qu'il réalisait toujours un bon nombre d'erreurs dans la récupération des informations. Donc soit il les récupérait pas, soit il en récupérait à tort, et il était très complexe. Donc beaucoup de règles de lecture, beaucoup d'embranchements, on ne s'y retrouvait pas beaucoup, donc difficile à améliorer. Pour vous donner une idée un peu des informations sur lesquelles on travaille, ça c'est un premier exemple de texte où j'ai à la main encadré des numéros SIRAN d'entreprise, des montants de restructuration, des dates qu'on cherche à retrouver. Donc celui-là ça va encore, et puis des fois on a des textes comme ça. Voilà, je ne vais pas vous demander de trouver les informations dedans. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, l'algorithme ne s'en sort pas. Donc, on est passé sur un modèle de machine learning, et plus précisément, un modèle qui fait de la reconnaissance d'entités nommées, qui consiste à regarder chaque mot du texte et le classer ou pas dans une catégorie. Et donc, le modèle en sortie va nous dire, bah là, le 10e mot du texte, c'est un numéro SIRAN à récupérer, le 20e mot, c'est une date, des choses comme ça. Il ne va pas extraire proprement les données, mais il va nous donner des informations sur où est-ce que sont les informations utiles. Et donc, plus précisément, j'ai mis que j'utilisais des champs aléatoires conditionnels, mais je ne vais pas détailler ça. Et là, j'ai repris le même exemple avec ce que sort le modèle donc, de machine learning. Oui, tout va bien. C'est bon. Donc là, voilà, j'ai remis les mêmes informations avec les mêmes couleurs. Et comme il identifie chaque mot, on voit bien que pour un numéro SIRAN qui est en 3 parties, eh bien, il va identifier 3 fois la catégorie numéro SIRAN. Et ça, après, c'est assez facile en fait de regrouper les 3 parties ensemble. Mais je le détaille plus dans l'article que je vous invite à consulter si ça vous intéresse, où je détaille tout ça plus dans le détail, donc toute la mise en place du modèle avant l'entraînement, pour l'entraînement, et après l'analyse des résultats et les comparaisons de différents modèles. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous accueillons maintenant la présentation d'une équipe de l'INSEE sur comparaison des performances financières des PME dromiennes et hexagonales aussi. Bonjour, je vais vous présenter l'étude comparaison de la rentabilité financière des PME dromiennes. Pour le contexte, la rentabilité financière des PME dromiennes dans Paris est plus faible dans les Drômes qu'en France hexagonale. On regarde le taux de rentabilité. On voit que ce taux varie de 8% en Guadeloupe à 11,2% en Guyane, contre 11,6% en France hexagonale. Ces écarts de rentabilité ont été expliqués en partie par des différences structurelles et économiques, et cela a été déjà bien identifié dans la littérature. Notre objectif de l'étude était de voir est-ce qu'il y a un écart résiduel subsiste une fois que ces différences structurelles et économiques ont été prises en compte.
cela, en termes de données, on a utilisé le fichier approché des résultats des ZAN pour les années 2021 et 2022, et le champ de l'étude correspond aux PME employeuses de 1 en 250 salariés. Afin de neutraliser ces différences structurelles et économiques entre les territoires, on a mis en place un appariement sur score de propension pour étudier les écarts résiduels moyens, et ensuite, pour aller au-delà de la moyenne, on a mis en place une estimation des effets de traitement par quantile. Donc là, je vais vous présenter les résultats principaux. Donc, une fois qu'on a neutralisé ces différences structurelles et économiques entre les territoires, on constate que des écarts résiduels apparaissent en haut de la distribution, à l'exception des Antilles. On peut constater que la Guyane se distingue par une meilleure rentabilité financière des PME les plus rentables par rapport à celles des PME les plus rentables en France hexagonale. Ce résultat s'explique par la présence des activités spatiales dans le territoire, en partie. Et de même, on peut voir que les PME les plus rentables à La Réunion affichent une meilleure rentabilité financière par rapport à celles les plus rentables en France hexagonale. Quand on regarde plus en détail, ce sont principalement les PME qui sont présentes dans la sphère présentielle et qui sollicitent davantage les mesures des déductions fiscales. En termes de conclusion, on peut constater qu'une fois les différences structurelles sont neutralisées entre les DROM et l'Hexagone, il n'y a plus d'écart résiduel de rentabilité financière entre les PME des Antilles et de l'Hexagone. En Guyane et à La Réunion, les PME les plus rentables affichent une rentabilité financière supérieure à celles les plus rentables en Hexagone. Et si vous voulez avoir plus d'éléments explicatifs, je vous invite à lire le document de travail de l'INSEE. Merci. Merci beaucoup. Alors là, il restait 30 secondes. Donc, c'est le moment d'inviter Kevin Milin du SSMSI pour la modélisation de la délinquance enregistrée à l'échelle communale. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler d'un sujet que j'ai un petit peu évoqué hier dans la session données sensibles, qui est la démarche de modélisation de la délinquance enregistrée à l'échelle communale. Rapidement, un petit peu de contexte. Donc en 2022, le SSM de la sécurité intérieure a diffusé pour la première fois une base communale de la délinquance. C'est de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationale en lieu de commission. C'est une base fiabilisée par rapport à ce qui se faisait par le passé. Une base France entière, métropole Drôme. Donc pour la modélisation, on a dû retirer Mayotte parce qu'on n'a pas suffisamment de variables auxiliaires sur ce département. Et puis, c'est une base avec 14 catégories de crimes et délits, dispo depuis 2016. Alors l'objectif de la modélisation, c'est surtout de relier ces comptages communaux à toutes les caractéristiques géo-éco-sociodémographiques des communes qu'on a pu rassembler. Alors parmi les variables qu'on a pu rassembler, il y en a énormément, je vais pas toutes les lister, mais il y en a forcément des données l'INSEE issues du recensement, de philosophie, de la base permanente des équipements. On a des données du ministère de l'Intérieur avec des taux de policiers municipaux par habitant, des données savoir si la commune est en zone de montagne, sur le littoral, aux frontières, des données SDES sur le nombre avec les recensement des véhicules immatriculés, la structure routière, etc. Puis, du coup, la méthode. Donc, ce qu'il faut savoir sur les données de délinquance, c'est que, mis à part les violences sexuelles ou les violences conjugales, qui sont assez homogènes sur le territoire, les indicateurs de délinquance la délinquance est très très concentrée dans certains territoires. Et on peut très schématiquement dire que plus de 90% de la délinquance est concentrée dans moins de 10% du territoire. Ce qui fait qu'on a des distributions particulières, avec des distributions très étalées à gauche, avec beaucoup de communes qui ont 0 fait, 1 fait enregistré. Et du coup, des modèles classiques de comptage, avec des poissons ou de binomial négatifs, ne fonctionnent pas. On a utilisé des modèles inflation de 0, pour lesquels on modélise simultanément la probabilité qu'aucune infraction soit commise dans la commune et en même temps le nombre d'infractions
par habitant ou par logement. Et puis une manière un peu plus classique, la sélection de variables se fait par des régressions pénalisantes. Puis on a des estimations des intervalles de confiance par bootstrap, pour que ce soit un petit peu plus fin. Donc pour exploiter ces modèles, c'est des modèles pas forcément faciles à mettre en avant. Donc on a dû trouver des solutions pour hiérarchiser les différents effets. Donc là par simulation, et pour ensuite pouvoir mettre des illustrations dans les publications. Voilà, on a eu déjà 3 publications, et puis il y en a 4 à venir. Et là, c'est voilà. Et j'ai fini. Merci beaucoup. La présentation suivante est relative aux comptes nationaux, sur la prise en compte du climat dans les comptes nationaux. Bonjour à tous, donc Sylvain Larieux, je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé avec Sébastien Roux dans le cadre des comptes nationaux augmentés, et la question est comment intégrer le climat dans les comptes nationaux. Donc on observe que le dérèglement climatique, il a globalement 2 grands effets sur l'économie. D'une part, il cause des dommages, donc par exemple, il va réduire le rendement de certaines terres agricoles. D'autre part, la contrainte d'arriver à un moment à 0 émission impose un coût pour l'économie, parce qu'on va dire globalement que c'est plus cher de produire de l'électricité avec des sources renouvelables qu'avec du charbon. Ces 2 effets négatifs, ils sont déjà dans les comptes, mais ils ne sont pas visibles. C'est-à-dire que mon exemple de la terre agricole, si elle est moins productive, aujourd'hui, elle diminue déjà le PIB. C'est juste qu'on ne peut pas pointer cet effet, on ne peut pas l'isoler du reste de tout ce qui se passe dans l'économie. Et donc, l'information est là quelque part, mais elle est cachée. Donc notre proposition, c'est de créer des indicateurs macroéconomiques qu'on dit ajustés du climat, c'est-à-dire qui mettent en évidence les effets négatifs du dérèglement climatique sur l'économie, les effets présents, mais aussi les effets futurs. Donc pour ça, comment on fait? On propose d'introduire 2 nouveaux actifs. Un actif qu'on appelle le climat, qui rend des services à l'économie et qui va se dégrader au fur et à mesure que les dommages se matérialisent, et un autre actif qu'on appelle budget carbone, qui permet d'émettre, et à mesure qu'on consomme ce budget, il va contraindre de plus en plus la production future. Quand on construit ces indicateurs, le résultat principal, c'est que ce qu'on appelle l'épargne nette ajustée, donc l'épargne nette, c'est ce qui reste une fois qu'on a tout consommé, serait négatif dans toutes les années récentes. Donc là, on voit l'épargne nette classique légèrement positive et l'épargne nette ajustée négative. Et ce que ça veut dire, simplement, c'est l'activité économique actuelle n'est pas soutenable, au sens où elle dégrade la richesse collective année après année. Ça, c'est sans prendre en compte d'autres effets éventuels du changement climatique sur la santé humaine, par exemple, ou la mortalité. Donc, c'est terrible. Une note un tout petit peu positive, si on veut, c'est que en termes de croissance annuelle, les indicateurs, on constate avec les indicateurs ajustés que la croissance est légèrement supérieure à ces indicateurs classiques, puisque concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on arrive à faire un peu de croissance tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça que ce delta représente. Un point vraiment important, il s'agit de statistiques expérimentales, on peut dire, parce que les prix du carbone sur lequel on s'appuie pour construire ces indicateurs, ils sont relativement fragiles et ils sont susceptibles d'être révisés à l'avenir à mesure que nos connaissances sur les dommages climatiques et sur les coûts d'abattement progressent. Donc on a fait une première publication l'an dernier, fin novembre. On va sans doute réitérer ces travaux dans l'avenir et les enrichir, notamment avec des comparaisons internationales. Merci beaucoup pour cette présentation également dans les temps. Alors la présentation suivante prévue est de Charles Labrousse et Yann Perdereau sur Geography versus Income. Alors
m'avait signalé qu'effectivement cette communication n'avait pas lieu. Donc ça se confirme. Et donc la dernière communication avec un titre très stimulant, plus vite, plus frais, plus fin, par le SSMSI. Par le mot. Oui. J'ai 3 minutes pour vous parler de l'événement majeur de l'année 2024 qui a suscité de très nombreux débats avant, pendant et après sa réalisation, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Rappelez-vous, vous n'avez pas pu le manquer en Île-de-France. Si vous étiez en Île-de-France l'an dernier, il fallait anticiper les Jeux. De quoi alimenter encore davantage les nombreux débats autour de la sécurisation des Jeux et de la délinquance associée. Allions-nous constater une augmentation liée à l'afflux touristique, une diminution du fait de la mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité, ou alors peut-être à un report de la délinquance sur le reste du territoire? Au SSMSI aussi, on a dû anticiper et adapter notre chaîne de production, car notre rythme mensuel n'était pas adapté pour répondre aux demandes de statistiques quotidiennes qui ne manqueraient pas d'arriver. Le SSMSI a donc décidé la mise en place d'un tableau de suivi statistique hebdomadaire de la délinquance, comme nous l'avions fait pour un autre événement majeur, mais non anticipé cette fois, la crise sanitaire de 2020. Cette diffusion, annoncée à l'avance, a permis également de produire des chiffres de référence pour l'ensemble des acteurs. Contrairement à nos diffusions régulières qui font référence à la date d'enregistrement des infractions, ce tableau de suivi porte sur la date de commission des faits de délinquance. L'objectif était en effet de suivre la délinquance commise pendant la période précise des Jeux. On ne souhaite pas associer au JOP un vol commis en juin 2024 qui a été enregistré et donc comptabilisé en juillet 2024. Seulement voilà, cela engendre de nombreux sujets méthodologiques que l'on a dû expertiser avant la publication. Ce tableau de suivi étant basé sur les infractions enregistrées par la police et la gendarmerie nationale, les statistiques présentées ne couvrent que les infractions portées à la connaissance des services de sécurité au moment de la conception du tableau, excluant de fait les personnes qui n'ont pas encore déposé plainte. Sans recul temporel suffisant, la vision de la délinquance par ces fichiers n'est donc que partielle. Le principal enjeu est l'arbitrage entre l'exhaustivité et la fraîcheur des données. À quelle date devons-nous figer les données et concevoir le tableau pour garantir la qualité des statistiques? Pour y répondre, nous avons analysé les délais de remontée des infractions à différents jours et pour chaque indicateur d'intérêt. Ici, par exemple, sur l'indicateur des vols sans violence contre des personnes, parmi l'ensemble des vols commis sur une semaine fin juillet 2023, 64% ne sont pas remontés dans l'extraction du jour suivant la semaine de référence, notée ici J+0, contre 47% à J+2 et 24% 7 jours plus tard à J+9. Après analyse de ces parts de faits non remontés pour chacun des indicateurs, nous avons retenu une date d'extraction à J+2 avec une révision des évolutions publiées à J+9. Elle a aussi permis d'écarter du champ certains indicateurs comme celui des violences sexuelles. En effet, la part de faits non remontés était clairement insuffisante, conséquence du délai de dépôt de plainte très élevé sur ce type d'atteinte. Il faut environ 6 mois en 2024 pour que la moitié des victimes enregistrées déposent plainte. Pour les vols sans violence, ce délai est bien plus court. La moitié des victimes aura déposé plainte pour des faits datant d'au plus 4 jours. Pour en savoir plus sur les nombreuses autres problématiques soulevées lors de la conception de cette publication hebdomadaire, significativité des évolutions publiées, validation ex post des résultats à partir de chiffres consolidés, vous pouvez consulter notre article sur le site des JMS. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation et merci pour l'ensemble des présentations et des présentateurs pour avoir absolument joué le jeu complètement, même parfois avec de l'avance. Donc cette session se clôture. Je vous invite à remercier à nouveau l'ensemble des orateurs. Et je voudrais vous signaler, avant que nous partions vers le déjeuner, qu'à la sortie de l'amphi, vous trouverez des posters réalisés par un certain nombre d'étudiants de l'ENSAI ou de l'ENSAE que vous pourrez rencontrer et parler avec eux de leurs travaux. Merci à tous et bonne suite.